le cercle RH pour parler des jeunes, de leur rapport au travail et de leur rapport au contrat de travail. Parce que quand on engage et qu'on est recruté, parce que c'est tout l'objet de notre émission, on signe un contrat de travail avec plein de choses à lire et qui nous lie à notre employeur. Et les choses sont en train un peu de bouger, notamment du côté de la génération Z, que l'on va définir avec mes invités. Mathilde Lecause est avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour. Ravi de vous accueillir. DRH chez Mazars et présidente du Lab RH. Et vous intervenez beaucoup à travers des colloques, des conférences pour aussi nous faire partager votre diagnostic, votre expertise. Et puis avec nous, Élodie Gentina. Bonjour Élodie. Bonjour. Vous êtes associée de professeur, donc professeur associé, pour le dire simplement, à l'IESEG of Management, et vous êtes conférencière sur la génération Z, avec ce livre qu'on va découvrir, écrit par vous-même, dont le titre va apparaître. Non, le titre n'apparaît pas. Rappelez-nous le titre de votre livre. Le livre qui va paraître ou qui est déjà Le dernier sur la génération Z. Alors, c'était des Z consommateurs aux Z collaborateurs en 2018. Et là, j'en écris un prochain, Manager la génération Z en entreprise, qui devrait paraître en octobre 2023. C'est ça, vous nous l'avez teasé plusieurs fois sur ce plateau, ce livre. Je vais vous dire que vous allez venir nous en parler de ce livre. Élodie, c'est à vous que je donne la parole. Mais avant de débattre de la question de la génération Z, vous allez la voir à l'image. Tiens, on a des images aujourd'hui réalisées par les étudiants de l'EFJ, une école de journalisme. Ils ont donné la parole aux jeunes sur leur rapport au travail, au contrat de travail, en quelque sorte, pour nous projeter sur ce qu'ils attendent de leur relation au travail. Écoutez. Le freelance, ce n'est pas quelque chose que j'envisageais en sortant d'études, même pas forcément à l'instant T. Je voulais d'abord, après mes stages, quand même avoir une expérience dans une grosse entreprise avec toute la partie de la structure, la hiérarchie, l'accompagnement, que je trouve être en tout cas une bonne école pour les jeunes diplômés. Pour un début, ça serait bien d'être salarié parce que forcément, je pense que tu es plus entouré de professionnels dans le même domaine que toi. Et après, une fois que tu as des bonnes compétences, là, pourquoi pas entrer dans l'entrepreneuriat, créer sa propre marque. Je me vois travailler autant en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur. Ce qui va être décisif pour moi, c'est le sens qu'il y a dans une entreprise. Et donc, si je suis entrepreneur, c'est quelque chose qui a forcément du sens pour moi. Alors que si je suis salarié, je vais avoir cette petite subtilité-là où je vais faire attention à ce que l'entreprise soit dans des valeurs qui me correspondent. Mon contrat idéal, c'est d'être indépendant, de créer ma propre boîte, ma propre entreprise ou créer quelque chose de moi-même, voilà. Être mon propre patron. Un contrat de travail que je puisse gérer toute seule, c'est-à-dire que je puisse organiser mon temps de travail comme je le souhaite et pas qu'il y ait des heures fixes de bureau comme 8h, 21h, enfin 8h, 20h plutôt, et que ce soit plutôt, je gère vraiment comme je veux, je peux travailler de chez moi ou aller au travail, c'est vraiment comme je le souhaite. Je serais beaucoup plus épanoui si j'avais des contrats différents dans plusieurs endroits et donc pas des contrats à temps plein. Je pense que plus qu'un CDI ou un CDD ou le fait d'être auto-entrepreneur, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une complémentarité, donc d'avoir plusieurs contrats et d'avoir pas plusieurs vies en une, mais d'avoir plusieurs vies en même temps. Voilà, les étudiants de l'EFJ, j'ai envie de dire, Mathilde et Élodie, il y a tout dans ce qui a été dit. Je vous ai coupé la parole, Élodie. Il y a le profil de salarié et entrepreneur en même temps. Il y a le mot valeur qui est sorti. Il y a plusieurs vies en même temps. Est-ce que ce micro-trottoir réalisé par des étudiants d'école de journalisme incarne les fameux étudiants ou jeunes de la génération Z? Est-ce que c'est ceux dont on parle ? Oui, exactement. En fait, ce qu'ils recherchent, c'est la complémentarité. Et quand on parle de complémentarité, on ne recherche plus forcément le même métier, le CDI pour toute une vie. D'ailleurs, on se dit, est-ce que le métier existera toujours demain? Ils préfèrent plutôt travailler en mode mission. Au début. Oui. Pour se rassurer. Pour se rassurer au départ, mais plutôt travailler en mode mission, travailler 4 jours en entreprise, 1 jour, voilà, pour créer sa propre entreprise, ou travailler en association, ou faire quelque chose qu'ils aiment. Et on voit bien que derrière, en fait, tout ça, la place du travail est complètement différente aujourd'hui dans la vie des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Et aussi des moins jeunes, parce qu'il y a aussi les 45 ans qui disent change de vie, Covid aidant, moi aussi je réinvente ma vie. Mathilde Lecause, vous vous retrouvez dans ces jeunes qui, notamment ce garçon qui dit moi je voudrais être à la fois salarié et entrepreneur, et en plus, si je suis salarié, il faut qu'il y ait des valeurs. Alors complètement, c'est ce que j'ai pu constater au cours d'une étude qu'on avait fait, on avait échangé avec Élodie il y a quelques années, mais surtout c'est ce que je constate sur le terrain quand on va embaucher aujourd'hui des jeunes diplômés, c'est le cas chez Mazars. Des consultants? Des consultants, des auditeurs financiers. Effectivement, la notion de CDI, tout de suite vient en tête l'exclusivité, et c'est-à-dire l'incapacité à pouvoir faire autre chose, c'est-à-dire
plutôt que de voir le CDI comme quelque chose qui protège, comme était pensé, ça va plutôt être quelque chose qui aliène et qui va m'empêcher de faire autre chose. Comme une prison. Comme une prison. Et effectivement, aujourd'hui, les gens aspirent, alors peut-être pas les jeunes tout de suite à ne faire que de l'auto-entrepreneuriat ou être freelance, mais en tous les cas, d'avoir à minima une activité en tant que salarié dans laquelle ils vont pouvoir apprendre, on va leur transmettre, et aussi une expérience d'auto-entrepreneur, donc c'est le fameux phénomène des slashers, pour se révéler. Donc c'est-à-dire, en fait, c'est vrai que l'activité à son compte, on appelle ça aussi les solopreneurs, il y a vraiment cet aspect de sens et de capacité à se révéler, à travers cela. Comme ce garçon qui, lui, ne dit immédiatement, et ça renvoie, vous savez, avec mon tropisme freudien, je veux être indépendant, je ne veux pas avoir de patron. Hein. C'est son mot, pas de patron. Ça, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant. Ils ont quand même besoin d'un patron, mais le rapport à l'autorité est différent. Parce qu'en fait, ils ont énormément besoin de feedback, ces jeunes-là. Mais ils ne vont plus forcément attendre l'entretien d'évaluation au bout d'un an. Pour faire le point, c'est trop tard, on les aura déjà perdus. Un petit éclairage juridique pour les jeunes et moins jeunes qui nous regardent. Source, évidemment, c'est le Code du travail issu du gouvernement, hein, code-du-travail.gouv, la définition du rapport de subordination. Quel que soit le type de contrat de travail, lien par lequel l'employeur exerce son pouvoir de direction sur l'employé, pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner la mauvaise exécution des ordres. Ça, c'est la partie théorique. Et ici, sur ce plateau, vous me dites, et dans vos réalités, d'ailleurs, réalité chez Mazars, c'est plus compliqué que cela. Parce que, évidemment, il y a un rapport juridique qui, normalement, autorise l'employeur à pouvoir contrôler le travail, mais on voit que tout ça est totalement dérégulé, disrupté, que le manager lui-même est challengé, qu'il a du mal parfois à donner des ordres et à faire exécuter le travail. C'est ça la réalité aussi. Alors, oui, même si... Alors, je dirais oui aujourd'hui avec l'émergence du télétravail, le travail à distance, la prestation aussi, beaucoup de métiers dans la prestation intellectuelle qui fait que est-ce qu'on a besoin d'être toujours physiquement ensemble et du coup, si on est dans un mode hybride, c'est plus compliqué. Mais pour autant, quand j'entends la définition, je pense que c'est ça justement que les gens aussi fuient dans le sens, je préfère travailler pour un client que pour un patron. C'est dans la philosophie de dire, pas parce qu'on exige de moi que je dois faire la tâche, mais parce que j'ai envie de le faire, parce que je me sens engagée, j'admire la personne, ou ça a beaucoup de sens à Donc je veux le servir, puisqu'on sert un client. Exactement, et c'est pas... mais pas parce qu'on a exigé ça de moi. C'est vraiment une philosophie. Je sers un client parce que dans mon libre arbitre, j'ai fait le choix, je subis un rapport de subordination et donc, de fait, Élodie, un CDI. Enfin, il s'est quand même passé une petite révolution chez nos jeunes, là, quand même. En fait, ce qui est intéressant... Nos parents des années 60, là, c'était pas pareil, quand même. Mais en fait, ce qui est important aussi de comprendre avec eux, c'est quand on les analyse, et ça, c'est aussi mon boulot de chercheur, hein, dans la vie quotidienne, on voit bien que la manière avec laquelle ils recherchent de l'information est différente. Oui. Ils zappent aussi. En fait, on est face à un zapping culturel. Quand ils recherchent de l'information et quand ils ont accès à l'information, ils vont sur les réseaux sociaux et sur Internet pour 75% d'entre eux, quand ils ont envie d'avoir accès à l'information. C'est pour la presse écrite, pour la télévision, pour les médias traditionnels. Voilà, ils ne vont plus sur les médias traditionnels, ils vont aller se renseigner sur le monde via les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Pareil dans leur choix d'entreprise, donc. Et donc, voilà, on est dans un zapping culturel et on passe à un zapping aussi professionnel. Et dans le choix de l'entreprise, c'est aussi la manière avec laquelle ils cherchent un travail, ou on peut aussi parler d'engagement. Est-ce qu'ils sont toujours engagés à l'entreprise ? Mais là, on évoque, je dirais, un phénomène sociologique de transformation du rapport au travail. Pas d'enfermement, pas d'emprisonnement, liberté. Je veux me révéler. Vous qui êtes à la tête d'une DRH d'une très belle entreprise, Mazars, est-ce que vous trouvez que la qualité de travail est au rendez-vous ? Parce qu'on a des chefs d'entreprise qui vous disent, bon, c'est sympa, ils sont très dynamiques, ils veulent que ça bouge, mais au final, ma qualité n'est pas très bonne. Ou alors je suis un peu réac, un peu de jeu. Non, mais ce débat, qu'est-ce qu'on l'a ? On l'a tout le temps en entreprise. C'est aussi beaucoup, parfois, des oppositions intergénérationnelles. Ce qui est sûr, c'est que... faut pas faire non plus une caricature absolue où tout le monde va se revérifier. Je pense que oui, effectivement, c'est une génération qui, comme on l'a dit, est en quête d'émancipation et de liberté, qui est très engagée. C'est juste que les leviers d'engagement sont extrêmement différents de ceux peut-être qu'on utilisait pour les aînés. Et donc, en fait, ce qui marchait avec certaines générations ne marche pas avec eux. Et donc le contrat marchait, il a marché 40 ans, mais là, il marche moins. Et il faut trouver d'autres façons cette symétrie des attentions doit se réinventer.
Et c'est pas à eux de s'adapter, c'est peut-être aussi dans l'entreprise, aux managers et aux générations aînées, de s'adapter parce que le langage n'est plus le même. Et je dirais, comme on a vu la même évolution dans l'éducation familiale, enfin, je pense Élodie pourra témoigner, on n'éduque pas non plus les enfants de la même manière. On voudrait qu'ils arrivent en entreprise et qu'ils soient différents quelque part des individus qu'on a accompagnés. Vous voyez qu'on revient toujours à notre relation au père, à la mère, à l'éducation et aux valeurs, parce qu'ils sont aussi les éponges de ce qu'ils vivent en famille avec des parents engagés sur l'écologie, sur tous ces sujets. Il n'y a que 19%, ça c'est un chiffre qui est quand même très intéressant, des personnes issues de la génération Z, donc arrêtez-moi si je me trompe sur la tranche d'âge, nées entre 96 et 2012, 1996, sont prêtes à travailler pour une entreprise qui ne partage pas leurs valeurs, seulement 19%. Donc on considère que le reste ne va dans l'entreprise que parce qu'elle porte des valeurs. Le défi est immense pour l'entreprise. Et ce sont des questions qui posent aujourd'hui dans les entretiens de recrutement. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Est-ce que vous êtes engagé en RSE, etc. Donc, et aujourd'hui, les figures d'ailleurs de jeunes emblématiques qui vont parler, révéler voilà, leur engagement dans l'environnement, Greta Thunberg, Johnny McGauler, on a aussi voilà, des jeunes Français aujourd'hui qui parlent et qui témoignent. Et donc ces jeunes vont s'identifier à eux. Et quand on parle de la famille, bien évidemment, toutes les études en sociologie montrent bien que dans notre société occidentale, la relation parent-enfant, on est beaucoup plus sur une relation égalitaire aujourd'hui. L'obéissance exacerbée de nos enfants de la part des parents, ça ne marche plus. L'avance 68, ça ne marche plus, ça. C'est compliqué. compliqué. Donc quand ils se retrouvent dans des familles parfois monoparentales ou des couples qui ont divorcé. Enfin, je veux dire, c'est un élément dont il faut tenir compte. Quand même, sur la suite de notre histoire, pour pousser jusqu'au bout notre logique, si le contrat de travail n'est plus plébiscité, il y a quand même un endroit où, tout d'un coup, le contrat de travail revient au visage de ce jeune de la génération Z, c'est quand il décide d'acheter un appartement. C'est quand il décide de s'engager, de se marier, et de se dire, bon, ben, je vais poser ma famille dans une maison. Puis là, il a un banquier en face qui, très gentiment, lui dit, écoutez, je vous trouve formidable, mais ça ne marchera pas. Complètement. Compliqué, là, cette affaire. Complètement. Et d'ailleurs, même avant qu'ils soient confrontés, leurs aînés leur disent, choisis un CDI parce que tu vas devoir te loger, acheter, etc. Oui, mais ce que je constate aussi, enfin, Élodie, je ne sais pas si tu as le même regard, c'est que quand ils arrivent sur le marché du travail, ils sont beaucoup moins prêts à penser à tout ça. Pour eux, c'est dans bien plus longtemps. Vous le voyez, ça, chez Mazars, c'est qu'il y a une vision plus sur le voyage, sur l'immédiateté, le plaisir présent. En tout cas, un rapport au temps beaucoup plus court. Je prends un exemple, les sujets de parentalité. Je pense qu'il y a peut-être 20 ans, on arrivait dans une entreprise, je ne dis pas qu'on allait être maman ou papa à 24 ans, mais on questionnait. Ouais. C'était des choses qu'on disait, bon, alors qu'aujourd'hui, ils arrivent à 23 ans, mais avant 10 ans, ils n'y songeront pas. Enfin, on sait qu'on a des enfants, on songe à tout ça. 32, 33, 34 souvent, l'âge, je crois, du premier enfant. Donc, on voit bien que tout ça est loin et ils se disent, on a le temps. Donc, en fait, quelque part, il y a un petit peu plus de... pas de naïveté, mais je verrai ce qui arrivera. Ouais, voilà, je me laisse vivre et je vois les choses arriver au fur et à mesure. Mais est-ce que l'experte, la chercheuse que vous êtes, vous nous dites pas, et je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir sur ce plateau, mais on est quand même dans une société de plus en plus centrée sur elle-même, sur l'individu, sur son bien-être, est-ce que ça raconte pas ça aussi, ce phénomène? Moi, je dirais... Moins de collectifs, plus d'individus. Alors, pas avec la génération Z. Quand on dit moins de collectifs, je dirais au contraire plus de collectifs. Parce que ce qui est important pour eux, c'est le réseau, la communauté, c'est ça qui les fait vivre. Donc on est dans une société post-moderne, hyper moderne. C'est-à-dire que, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, c'est exact. Ce sont aussi des jeunes post-matérialistes. C'est-à-dire que l'important pour eux, c'est pas d'avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, etc. Ils vont être dans le partage, dans l'échange, dans le vélib, on va se débrouiller dans la colocation, etc. Plutôt urbain, ce que vous nous décrivez, Élodie. Enfin, j'essaie de me projeter sur le petit apprenti qui se déplace en mobilette pour aller faire son CAP boulangerie, qui fait ses 30 bornes le matin. C'est pas cette population-là, c'est une population diplômée. Là, on est plutôt sur une population diplômée. Bac plus 5, oui. Plutôt urbaine. Oui. Sur ces questions-là, oui, exactement. On est d'accord. Oui. Si on est plutôt sur des jeunes de milieux plutôt précaires, là, bien évidemment, l'importance du contrat, l'importance du salaire, on va moins dans des quêtes de sens, etc. Quand on parle de quêtes de sens, etc., on est plutôt sur une jeunesse un petit peu dorée, entre guillemets. Un peu bobo, pour le dire avec des guillemets, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire, ils savent que derrière, il n'y a pas trop de risques et qu'ils peuvent
enclencher une démarche plus philosophique finalement sur leur vie. Mais même, c'est des tendances quand même qu'on retrouve quand même globalement. Pareil, Ouais, la numérisation, on le retrouve chez tous les jeunes. Le jeune apprenti boulanger, il a aussi L'importance du Internet. collectif, on l'aura. Le sens, Ouais, le aussi, sens, il hein. est là. Tout le Mais monde. on ne va pas résoudre le problème là aujourd'hui, mais est-ce que vous constatez cette espèce de révolution copernicienne qui est en train de nous balayer là? Complètement, et je pense que ça appelle, encore une fois, à questionner aussi peut-être notre droit du travail en France, la manière dont un certain nombre de choses aujourd'hui sont légiférées, parce que, effectivement, les mœurs évoluent. Et on parle de la nouvelle génération, mais parce que c'était le sujet, mais en fait, tous ces phénomènes-là, on est en train de les retrouver dans la génération Y ou X, c'est-à-dire aujourd'hui, des quarantenaires, ou quand on a 50 ans, on peut vouloir aspirer à se dire, Logique. je vais changer, je veux du sens, je veux plus d'équilibre, ou vous en avez deux bons exemples. Je veux avoir plusieurs jobs en même temps parce qu'en fait, c'est épanouissant. On va c'est vos trouver cas, des choses différentes. C'est le cas et donc ça. DRH Mazars, mais le Lab RH vous prend énormément de temps et l'un répond à l'autre. Excusez-moi parce que ça vous concerne directement dans vos vies personnelles, mais vous avez besoin de ces deux éléments qui se répondent l'un. C'est ça qui est intéressant intellectuellement. Moi, je suis aussi enseignant-chercheur et conférencière en entreprise. L'un nourrit l'autre. En fait, c'est complètement complémentaire. Bien sûr. Et on rayonne, on travaille. Donc vous vous rencontre sentez des gens meilleur finalement extraordinaires. par ce jeu de va-et-vient d'espaces différents, c'est ça meilleur, il y a des choses, c'est aussi des tâches, des choses où on ne va pas exprimer les mêmes compétences, donc qui peuvent nous épanouir de manière différente. Et surtout, in fine, je pense que nos organisations pour lesquelles nous travaillons gagnent et aussi on récupère une partie de cette valeur-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un enjeu pour les entreprises aussi de l'autoriser, parce que c'est pas à côté. Tout ça va venir nourrir dans une globalité nourrissante intellectuellement. Quand même, les DRH, ils ont du chemin. Je ne dis pas que les DRH ne font pas leur travail, alors, attendez, mais il y a quand même une révolution à faire aussi au niveau des COMEX pour faire comprendre aussi aux COMEX qu'on ne recrute plus pareil, que ça ne marche pas comme ça, parce que parfois c'est je le veux pour demain et en fait la DRH se retrouve confrontée à des... C'est ça la réalité des DRH. Ils galèrent. Complètement. Je pense que c'est DRH, dirigeants, managers. Oui, ça nécessite aussi un lâcher-prise et on va le retrouver sur le sujet du management ou des contrats. Un peu les de gens ne psychologie. nous appartiennent pas. Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, oui, la société évolue. On est tous en quête d'émancipation et de liberté. Et quand aujourd'hui, c'est nous qui apportons des compétences à nos organisations, la symétrie des attentions, c'est aussi dans le respect. Et donc, ça ne peut pas être qu'une relation de pouvoir dans un sens. Symétrie des attentions, ça c'est intéressant. C'est la psychologie que peut porter le manager, le dirigeant, pour donner aussi à l'autre l'envie de rester et de s'engager. C'est ça aussi l'enjeu. Le jeune, s'il n'est pas bien, il s'en va. Hein. Le jeune, s'il n'est pas bien et s'il est dans une certaine routine et qu'il n'apprend pas, il part. Donc il veut une entreprise partageante, apprenante. Et pour lui, on passe d'un manager chef, où la notion de chef est beaucoup remise en cause par ces jeunes, chef, pour ne pas dire. à un manager coach facilitateur qui va développer des compétences beaucoup plus émotionnelles, ce qu'on parle de soft skills. Fais-moi grandir. Exactement. C'est ça l'idée. L'empathie, l'écoute, la confiance. Débat passionnant. On est où, là, juste avant de nous quitter, dans l'évolution de ce processus? On est en train de finir un cycle ou on l'entame là? Comment vous le voyez? Pour moi, on ne le finit pas du tout. On l'entame, et après, il y a des entreprises qui sont plus avancées que d'autres. Mais on l'entame, oui. Vous êtes d'accord, on l'entame? Je suis d'accord, je pense qu'on est qu'au début, et c'est d'ailleurs ce qui est assez enthousiasmant. Ouais, c'est une aventure assez incroyable de vivre cela, de cette transformation du monde du travail. Après, il faut que les institutions bancaires, je les recite, et quelques autres suivent aussi et acceptent ces profils un peu atypiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci Mathilde Lecoz, DRH Mazars, présidente du Lab RH, 2 activités et qui se répondent évidemment. Élodie Gentilin, merci, associée professeur associé à l'IESEG of Management, et vous êtes conférencière en entreprise, vous nous l'avez dit, épanouie finalement dans toutes ses fonctions et toutes ses activités. Merci de nous avoir rendu visite, et un livre que vous viendrez nous présenter en octobre prochain. Oui. Encore un petit peu de temps. Ou peut-être qu'il sera publié avant, on l'espère, j'ai quasi fini. Ah, il est fini. Donc c'est un débat d'éditeur. Envoyé à mon éditeur. Voilà, c'est l'éditeur qui tranche. Merci à vous deux, mesdames. On termine justement, avec les salaires, parce que, bon, oui, le CDI peut-être, mais le salaire, il compte quand même, et les chiffres chez Robert Walters, en général, sont assez observés. C'est tout de suite, et c'est dans Fenêtre sur l'emploi.